Charles est né dans un minuscule village coincé entre la mer et la forêt. Il y habitait avec son père, un homme sévère qui travaillait très dur. Souvent parti pendant des semaines en bateau pour aller pêcher, Charles restait seul chez lui. Il avait appris à prendre soin d'une petite maison, à chasser pour manger et à conserver la viande et les légumes pour les garder tout l'hiver. Souvent, son père ne lui manquait pas. Au contraire, Charles appréciait les grands moments qu'il avait avec lui-même. C'est que son père avait un penchant pour l'alcool, et c'est très tard le soir qu'il devenait méchant, autant avec ses mots qu'avec ses mains. Charles préférait donc quand les voyages de son père étaient plus longs. Mais cette fois-ci, après plusieurs mois à attendre le bateau sur la rive sans jamais l'apercevoir, l'enfant comprit que son père ne reviendrait plus à la maison. Pendant l'année scolaire, il avait au moins l'école quelques heures par jour pour se désennuyer, même s'il était le seul enfant dans sa classe et qu'il était seul avec le maître d'école. Mais pendant les vacances d'été, il se sentait très seul. Les autres enfants avaient grandi et travaillaient à leur tour, ou étaient encore trop jeunes pour jouer aux jeux de Charles. Même s'il était plutôt petit, Charles avait 10 ans et avait de la difficulté à s'amuser avec les petits enfants. Charles s'inventait donc des jeux qui duraient longtemps. C'était, selon lui, la meilleure façon de passer le temps. Il pouvait passer plusieurs jours à construire, à créer des règles pour finalement ne jouer que quelques heures. La planification était plus importante et prenante que le jeu en soi. Il fallait que tout soit prêt, au centimètre près, avant même de commencer. C'est parce qu'au moment de jouer, la solitude de l'enfant lui revenait en plein visage. Le silence de sa voix sans réponse dans la forêt lui faisait mal. Il ne parlait que très peu, si bien que sa voix changeait comme celle des garçons un peu plus âgés sans qu'ils ne s'en rendent compte. En ouvrant la bouche, un étrange craquement se faisait entendre avant même qu'un mot n'apparaisse, comme une porte entr'ouverte ou un oiseau dans la nuit. C'est ainsi qu'il fut rebaptisé Corbeau par les plus jeunes enfants du village, sans malice, bien entendu. Les parents se sont trouvés pris au jeu à leur tour, et bientôt, on oublia le véritable nom de Corbeau. Corbeau ne s'en faisait pas trop, au contraire. Sa nouvelle identité sans nom de famille lui permettait d'oublier qu'il n'en avait plus. Il pouvait maintenant voler de ses propres ailes. L'été de ses 11 ans fut le pire d'entre tous. Certaines familles du village étaient parties rejoindre leurs proches ailleurs, et d'autres recevaient leurs familles venues de loin profiter de la forêt et de la mer le temps d'un mois estival. Le changement était bienvenu pour Corbeau, jusqu'à ce qu'il réalise, en essayant de jouer avec les enfants venus d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas leurs jeux ou comment fonctionnaient leurs jouets. En essayant de leur montrer ses propres jeux inventés, les autres enfants perdirent rapidement intérêt et retournèrent à leurs propres jeux et jouets. Encore une fois, Corbeau était seul, et cette fois-ci ce n'était pas par choix. Corbeau regardait les autres enfants de loin, le cœur rempli de jalousie. Même s'il parlait peu, Corbeau réfléchissait beaucoup. Il avait de longues conversations avec lui-même dans sa tête. Et dans sa tête, sa voix ne craquait jamais. Comme il aurait voulu jouer avec les autres enfants. Comme il aurait voulu comprendre leurs jouets. Comme il aurait voulu avoir leurs jouets. En fait, comme il aurait voulu que ses enfants n'aient pas ses jouets. Oui, ainsi, ils auraient tous compris à quel point ces jeux à lui étaient intéressants. Si seulement ils n'avaient pas été distraits par tous leurs jouets neufs et complexes, ils se seraient immédiatement tournés vers Corbeau et ses idées incroyables. Corbeau réfléchissait à tout cela en marchant dans la forêt. Il y réfléchissait en se rendant chez lui, en se préparant un repas de viande séchée et d'herbes cueillies dans la forêt. Il y réfléchissait en s'endormant. Le lendemain matin, Corbeau se réveilla avec un mal de jambes qui lui traversait le corps en entier. Il se leva debout rapidement, comme on le fait pour se soulager d'une crampe, et se retrouva très étourdi d'un coup sec, pris d'un vertige. Quelques minutes assis au bout de son lit, le malaise était passé. Confus, il n'avait jamais eu de problème de santé auparavant. Corbeau prit des vêtements propres et s'habilla. Ou du moins, essaya de s'habiller. Ses vêtements étaient devenus beaucoup trop petits pour lui. Comme si, pendant la nuit, Corbeau avait grandi d'un coup sec ce qui lui manquait pour rattraper les autres enfants de son âge. Ses vêtements d'enfant ne lui faisaient définitivement plus.
Après avoir trouvé une chemise et des pantalons plus ou moins à sa taille dans les vêtements de son père, Corbeau sortit de chez lui. Ses pas maintenant plus larges, il arriva plus rapidement au village. En retrouvant au loin les enfants qui préféraient leur jeu au sien, il se retrouva face à une scène à laquelle il ne s'attendait pas. Les enfants étaient tous assis en cercle, les mains vides, sans ballon, sans quilles, sans échasse, sans chevaux en bois. Ils jouaient ensemble à un jeu qu'ils avaient inventé. Confus, mais emballé par ce soudain revirement de situation, Corbeau s'approcha rapidement d'eux pour s'inviter. Immédiatement, les enfants lui firent comprendre qu'il n'y avait pas de place pour un nouveau joueur. C'est que les chevaliers ne pouvaient pas être plus nombreux que les membres de la cour royale, ou quelque chose du genre. Corbeau n'avait pas bien compris, mais il avait retenu que les enfants ne voulaient simplement pas jouer avec lui. Ce n'était pas une question de jouet, mais de désintérêt. Depuis le début de l'été, les autres enfants se trouvaient des excuses pour exclure l'étrange garçon qui habitait seul, sans parents. Corbeau rebroussa chemin, au bord des larmes. Pour un enfant, il ne pleurait presque jamais. Il ravalait sa peine et sa colère. Une fois le robinet des larmes ouvert, il est très difficile de le refermer quand on a vécu beaucoup de tristesse. Corbeau avait travaillé trop fort dans sa courte vie pour briser le mur émotionnel qui le gardait sain d'esprit. Seul dans sa forêt, dans son royaume inventé et désenchanté, entouré de ces constructions modiques qui étaient nées de son imagination, Corbeau cria, hurla, de tous ses poumons, jusqu'à faire fuir les autres oiseaux perchés dans les arbres. Comment avait-il pu être aussi naïf? Comment avait-il pu faire confiance à d'autres enfants? C'était la première trahison que le jeune garçon vivait. Il se mit à briser ses constructions, briser sa cabane dans les arbres, ses épées faites de branches, le ruisseau qu'il avait creusé à partir d'un cours d'eau. Aveuglé par la colère, il détruisait, en maudissant les autres enfants, en se maudissant d'avoir cru que seul leur jouet se tenait entre une amitié possible. Il s'arrêta brusquement. Le problème, c'étaient les autres enfants. Les enfants sont intrinsèquement méchants. Ils ne pensent qu'à leurs propres envies. Aucun animal n'aurait eu cette hypocrisie. Un animal est fidèle et est honnête avec ses intentions. S'il ne veut pas de toi, il va s'enfuir dès que tu vas l'approcher. Il ne te fait pas d'illusions. Corbeau s'imagina vivre avec un animal, partager son quotidien avec une loutre, un lapin, une oie, un chien qui est heureux de te voir tous les matins, de jouer avec toi, de te protéger des menaces extérieures. Les yeux fermés, il s'imaginait un chien qui aboie, qui court, qui saute, qui met sa petite tête sous sa main pour recevoir des caresses au pelage soyeux et brillant. Le jeune garçon pouvait le sentir sous ses doigts. L'imagination de Corbeau était très grande, mais en ouvrant les yeux, il comprit que ce qu'il sentait sous son poing serré n'était pas le fruit de son imagination. Le berger allemand qui se tenait les yeux vers lui, une oreille sous ses doigts et la langue pendante, était bel et bien réel. Un chien était apparu alors qu'il souhaitait du plus profond de son âme d'avoir un meilleur ami. Il le voyait, le sentait, l'entendait. Ce que Corbeau ne vit pas, par contre, c'est qu'une mèche de ses cheveux noirs, sur son front, était devenue blanche comme celle d'un vieillard.